Le givre sur le pare-brise ce soir-là ressemblait à des motifs de dentelle complexes, une beauté froide qui aurait dû m'avertir que tout ce qui est cristallin finit par se briser. Je m'appelle Marc, et j'ai toujours cru que j'étais un homme chanceux. Marié à Sophie depuis 10 ans, nous avions construit ce que beaucoup appellent une vie exemplaire, une petite maison en banlieue, 2 carrières stables, et cette complicité silencieuse qui s'installe quand on connaît par cœur le goût du café de l'autre, ou la manière dont il soupire en lisant le journal. Sophie était mon ancrage, ma boussole. Elle travaillait dans une grande agence de communication, un monde de verre et d'acier qui me semblait toujours un peu superficiel, mais qu'elle gérait avec une grâce naturelle. Il y a 6 mois, tout a basculé, vers le haut, ou du moins c'est ce que je pensais. Elle a décroché cette promotion de directrice de département qu'elle convoitait depuis si longtemps. Le soir de l'annonce, nous avons débouché une bouteille de champagne, nous avons ri, nous avons fait des projets de voyage et de rénovation. J'étais si fier d'elle, si sincèrement heureux de voir son talent reconnu. Je ne savais pas que ce succès était le premier clou de notre cercueil. Le changement n'a pas été brutal. Il a glissé dans notre vie comme une ombre s'allonge sur un cadran solaire. Au début, c'était simplement des retours plus tardifs, justifiés par des dossiers urgents. Puis, il y a eu les week-ends où elle devait rester branchée sur ses mails, le visage éclairé par la lumière bleutée de son téléphone, même pendant nos repas au restaurant. Elle me disait qu'en tant que directrice, elle devait montrer l'exemple, être disponible à chaque instant. Son patron, Julian, un homme dont elle ne parlait autrefois que pour louer son sens des affaires, était devenu le centre de ses conversations, ou plutôt le centre de ses excuses. Julian a besoin de ce rapport pour demain matin. Julian m'a demandé de superviser ce shooting tard ce soir. J'acceptais cela. Je voulais être le mari solidaire, celui qui ne freine pas l'ambition de sa femme. Mais la Sophie que je connaissais s'effaçait. Elle est devenue plus nerveuse, plus distante. Quand je tentais de la prendre dans mes bras en rentrant, elle se dégageait doucement, invoquant une fatigue mentale épuisante. Son téléphone, autrefois posé négligeablement sur la table basse, ne quittait plus sa main ou sa poche. Elle avait changé son code de verrouillage, prétextant des mesures de sécurité de l'entreprise. Chaque fois que je posais une question, même innocente sur sa journée, elle se braquait. Elle utilisait une forme de manipulation subtile, me faisant sentir coupable d'être étouffant ou méfiant. « Tu ne comprends pas la pression que j'ai, Marc. J'aimerais que tu sois fier de moi au lieu de me fliquer. » Ces mots étaient des flashs qui m'atteignaient à chaque fois, me forçant à reculer, à m'excuser de douter. Elle était devenue une experte dans l'art de me faire douter de mes propres perceptions. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Je l'ai appris plus tard. Quand je remarquais un nouveau parfum, plus capiteux, plus cher, elle me disait que c'était un cadeau d'un client. Quand je voyais des appels anonymes à des heures indues, elle prétendait que c'était la régie technique du bureau. Elle créait là un brouillard de justifications logiques autour de ses absences de plus en plus fréquentes. Je me sentais comme un étranger dans ma propre maison, un figurant dans le film de sa nouvelle vie de femme d'affaires accomplie. La complicité avait laissé place à une politesse de façade, froide et polie comme le marbre d'un hall d'entrée. Pourtant, malgré les signaux d'alarme qui hurlaient dans mon esprit, je refusais de croire à l'infidélité. Pour moi, Sophie était l'intégrité même. Je me disais que c'était juste une phase, le prix à payer pour sa réussite. Le soir du 20 décembre, la fête de Noël de son entreprise battait son plein. Elle m'avait dit, avec une insistance presque inhabituelle, qu'il s'agissait d'un événement strictement professionnel, réservé aux employés, et qu'elle rentrait très tard. Elle était partie dans une robe noire que je ne lui avais jamais vue, une coupe ajustée qui soulignait sa silhouette avec une élégance troublante. Elle m'avait embrassé distraitement sur la joue, ses pensées déjà ailleurs. Après son départ, la maison m'a semblé étrangement vide. J'ai regardé la télévision, mais mon esprit tournait en boucle. J'avais acheté pour elle, des semaines avant, un petit écrin de velours bleu contenant un collier en or discret, une pièce d'artisan qu'elle avait admirée dans une vitrine des mois plus tôt. Je voulais lui offrir lors d'un moment calme, mais l'impulsion m'a soudain saisi. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas lui faire cette surprise ce soir? Lui montrer que malgré la distance, je l'aimais, je la soutenais. J'imaginais son visage s'éclairer, les tensions de ces derniers mois s'envoler dans un rire partagé. J'étais naïf. J'étais l'homme qui apporte un cadeau à un incendie. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé vers le centre-ville, là où les bureaux de l'agence occupaient les derniers étages d'une tour de verre étincelante. La ville était parée de ses habits de fête, des guirlandes clignotantes partout. Une atmosphère de joie forcée qui contrastait avec l'anxiété si haute qui commençait à me nouer l'estomac. Je me suis garé un peu plus loin et je suis entré dans le hall. Le gardien, habitué à me voir lors de mes passages pour apporter un déjeuner oublié, m'a salué d'un signe de tête. L'ascenseur m'a emporté silencieusement vers le 20e étage. En sortant, j'ai immédiatement entendu la musique, un mélange de jazz moderne et de rire feutré. L'espace de réception était transformé, des buffets somptueux, des bouteilles de vin coûteuses et une foule de gens en tenue de soirée discutant sous des lumières tamisées. J'ai cherché Sophie du regard. J'ai vu quelques-uns de ses collègues que je connaissais. Ils m'ont regardé avec une expression étrange, un mélange de surprise et de malaise que je n'ai pas su interpréter sur le moment. « Marc, qu'est-ce que tu fais là ?» m'a demandé une amie de Sophie, sa voix trahissant une légère panique. Je viens faire une surprise à Sophie, et je répondis avec un sourire que je voulais confiant. Elle ajoutait un regard furtif vers le couloir qui menait au bureau de la direction. Je crois qu'elle est en réunion de crise. Tu sais comment c'est, même pendant les fêtes. Son hésitation a été le déclencheur. Ce n'était pas de la peur, c'était de la pitié. Et la pitié, pour un mari, est plus insupportable que la haine. J'ai avancé, m'éloignant de la fête, vers la zone plus calme des bureaux de la direction. Le sol moquetait et étouffait le bruit du bain. Mon cœur battait avec une force telle que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine.
Je suis arrivé devant la porte du bureau de Juliane. C'était une pièce vaste, avec une immense baie vitrée donnant sur les lumières de la ville. La porte était entrouverte, laissant filtrer un ray de lumière dorée. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû faire demi-tour, rentrer chez moi et attendre le mensonge du soir. Mais ma main a poussé la porte, presque de son propre chef. Le silence dans le bureau était total, un contraste violent avec le brouhaha de la fête quelques mètres plus loin. Et là, dans la pénombre de la pièce, seulement éclairée par les reflets de la ville, j'ai vu. Sophie était là. Mais ce n'était pas la femme que j'avais laissée quelques heures plus tôt. Elle était assise sur le bord du grand bureau en acajou, et Julien se tenait devant elle, ses mains sur ses épaules, leur visage si proche qu'ils semblaient partager le même souffle. Ce n'était pas une scène de violence, c'était bien pire. C'était une scène d'intimité absolue, de complicité évidente. Il lui murmurait quelque chose à l'oreille, et elle riait de ce rire que je pensais réservé à nos moments les plus tendres. Ses mains à elle étaient posées sur le revers de sa veste de costume, avec une familiarité qui ne laissait aucune place au doute. Il n'avait pas besoin de mots crus ou de gestes déplacés pour que je comprenne que tout ce qu'elle m'avait dit ces 6 derniers mois n'était qu'un tissu de mensonges habilement brodé. Le monde autour de moi a semblé s'effondrer. Ce n'est pas une métaphore. J'ai ressenti une déflagration physique, un vide immense qui s'est ouvert sous mes pieds. La surprise, la trahison, l'humiliation, tout s'est mélangé en une nausée violente. Julien a levé les yeux et m'a vu. Son expression n'a pas été celle de la honte, mais celle d'un agacement froid, comme si je dérangeais une transaction importante. Sophie, elle, s'est redressée d'un bond. Son visage est passé du rose de l'excitation à une pâleur cadavérique en une seconde. « Marc », a-t-elle murmuré, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Elle n'a pas cherché à s'expliquer immédiatement. Elle n'a pas crié. Elle est restée là, démasquée, au milieu des ruines de notre mariage, dans ce bureau luxueux qui symbolisait tout ce qu'elle avait choisi à ma place. Je n'ai pas dit un mot. À quoi bon? Les mots auraient été dérisoires face à l'évidence. J'ai regardé le petit paquet de velours bleu que je tenais encore dans ma main gauche. Je l'ai posé sur une petite table près de l'entrée, un geste absurde, presque machinal. Puis, j'ai fait demi-tour. J'ai entendu ses pas derrière moi, le claquement de ses talons sur le parquet, mais je n'ai pas ralenti. Marc, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Le grand classique, le mensonge qui survit même quand la vérité est là, nue, sous les projecteurs. Je n'ai pas pris l'ascenseur, j'ai pris les escaliers de secours. J'avais besoin de mouvement, besoin de sentir mes muscles travailler pour ne pas m'effondrer. Je suis descendu les 20 étages 4 à 4, les poumons brûlants, les larmes commençant enfin à brouiller ma vue. Une fois dehors, l'air froid m'a frappé comme une gifle. J'ai marché vers ma voiture, les jambes tremblantes. Je me suis assis au volant et je suis resté là, les mains agrippées au cuir, regardant le pare-brise se couvrir à nouveau de buée. Mon esprit était un chaos de souvenirs. Chaque fois qu'elle m'avait dit qu'elle m'aimait en rentrant tard, chaque fois qu'elle m'avait fait me sentir coupable de mes doutes, chaque fois qu'elle avait invoqué Julien pour justifier un dîner manqué. Tout était là, réinterprété, éclairé par la lumière crue de la trahison. Elle ne m'avait pas seulement trompé avec un autre homme, elle m'avait trompé avec un mode de vie, avec une ambition qui l'avait déshumanisé. Julien n'était pas seulement un amant, il était le complice de sa transformation en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Le trajet du retour a été un cauchemar réveillé. Les lumières de Noël me semblaient désormais agressives, insultantes. Je repensais à notre vie d'avant, à ce dimanche pluvieux où nous avions passé la journée à lire sous la couette, au voyage en Grèce où nous avions promis de vieillir ensemble sur une plage de Calais. Tout cela était-il faux? Est-ce qu'elle jouait déjà la comédie à l'époque, ou est-ce que le pouvoir et la promotion avaient agi comme un acide, rongeant ses valeurs les unes après les autres? Je ne savais pas ce qui était le plus douloureux, la perte de la femme que j'aimais, ou la réalisation que cette femme n'avait peut-être jamais existé que dans mon imagination. Quand je suis rentré à la maison, le silence était assourdissant. J'ai erré dans les pièces, regardant les objets que nous avions choisis ensemble. Le vase bleu acheté dans une brocante, les photos de nous deux sur la cheminée, le lit encore défait du matin. Tout me paraissait souillé. J'avais l'impression d'habiter dans un décor de cinéma dont on venait de démonter les projecteurs. J'ai pris un sac de sport et j'ai commencé à y jeter quelques vêtements, sans réfléchir, sans choisir. Je savais que je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas attendre qu'elle rentre avec ses explications préparées, ses larmes de crocodile et ses tentatives de manipulation. Elle allait essayer de me faire croire que c'était de ma faute, que je l'avais délaissée, que la pression l'avait poussée dans ses bras. Je connaissais le script par cœur désormais. J'ai entendu sa voiture arriver dans l'allée 1 heure plus tard. Le bruit du moteur a déclenché une décharge d'adrénaline mêlée d'un profond dégoût. Elle est entrée. Elle m'a trouvé dans la chambre, en train de fermer mon sac. Elle n'avait plus sa robe noire de soirée. Elle avait jeté un manteau dessus en natte. Ses cheveux étaient débouriffés, son maquillage légèrement coulé. Elle avait l'air humaine à lolo, mais c'était trop tard. Marc, s'il te plaît, parlons. Ce qui s'est passé, c'était une erreur. Un moment d'égarement. Avec l'alcool. La fête. L'alcool. Et je dis d'une voix que je ne reconnaissais pas. Une voix froide et tranchante. Tu n'étais pas ivre, Sophie.
Tu étais chez toi. Tu étais avec lui comme si tu avais toujours été là. Ça fait combien de temps? 6 mois. Depuis l'approbation. Elle a baissé les yeux. Le silence valant aveu. Ce n'était pas mon intention de te blesser, a-t-elle murmuré. Mais tu es devenu si... prévisible, Marc. Julien me fait sentir vivante. Il comprend les défis que je relève. Et moi, j'étais quoi? Le gardien de la maison. Celui qui prépare le dîner en attendant que madame rentre de ses réunions. Tu ne m'as pas seulement trompé, Sophie. Tu m'as utilisé pour garder un semblant de normalité pendant que tu vivais ta petite aventure de haut vol. La discussion n'est pas allée beaucoup plus loin. À quoi bon d'échanger des reproches quand le socle même de la relation a été pulvérisé? Elle essayait encore de négocier, de proposer une thérapie, de promettre de démissionner. Mais je voyais dans ses yeux que c'était de la peur, pas du remords. La peur de perdre son confort, la peur du scandale, la peur de se retrouver seule face à ses choix. Julien ne quitterait jamais sa femme pour elle. Elle le savait. J'étais son filet de sécurité, et je venais de me retirer. Je suis parti cette nuit-là, emportant seulement mon sac et une dignité en lambeaux. J'ai dormi dans un hôtel anonyme près de la gare, écoutant le bruit des trains qui passent, symbole de départ sans retour. Le lendemain, la douleur a laissé place à une sorte de vide analytique. J'ai commencé à repenser à tous les petits détails, à toutes les fois où elle m'avait menti droit dans les yeux avec un sourire tendre. La manipulation était totale. Elle avait utilisé ma confiance comme une arme contre moi. Chaque geste de tendresse qu'elle m'avait montré ces derniers mois me semblait désormais être une tactique pour m'éloigner de la vérité. C'était cela le plus tragique. Non pas qu'elle souhaite aller voir ailleurs, mais qu'elle ait pris plaisir à me tromper, à tester les limites de mon aveuglement. L'effondrement de mon monde n'a pas été un grand fracas, mais un effritement lent et continu. Les jours qui ont suivi ont été occupés par les démarches administratives, les appels aux avocats, le partage des biens. À chaque étape, je découvrais de nouvelles couches de sa vie secrète, des reçus d'hôtel, des relevés de comptes qu'elle pensait avoir cachés, des messages qu'elle n'avait pas eu le temps d'effacer. Elle vivait dans un monde de luxe et de simulation, loin de notre petite vie tranquille. Elle avait soif de reconnaissance, de pouvoir, et Julian lui avait offert tout cela sur un plateau d'argent, en échange de son âme. Je me suis souvent demandé ce que j'aurais pu faire différemment. Est-ce que j'aurais dû être plus ambitieux moi-même, plus méfiant, plus exigeant? Mais la vérité est plus simple et plus cruelle. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester fidèle à ses valeurs s'il décide de les échanger contre un titre de directrice et les faveurs d'un patron puissant. Sophie avait choisi son camp. Elle avait choisi le verre et l'acier, le paraître et l'adrénaline de l'interdit. Et en faisant cela, elle avait détruit l'homme qu'il aimait pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, 6 mois après cette fête de Noël, je vis dans un petit appartement en ville. Le silence est devenu mon ami. Un silence honnête cette fois. Je ne surveille plus le téléphone de personne. Je n'attends plus de retour tardif. La douleur est toujours là, une cicatrice profonde qui tire parfois quand le temps change, mais le vertige a disparu. Sophie, je la prends par des amis communs, et toujours avec Julian, ou du moins ils continuent leur manège de bureau. Elle a eu une autre promotion. Elle brille dans son monde de verre. Mais je me demande parfois si, le soir, quand elle rentre dans sa maison vide, elle repense au petit écran de velours bleu posé sur la table. Je me demande si elle réalise que, dans sa course effrénée vers le sommet, elle a perdu la seule chose qui avait une valeur réelle, quelqu'un qui l'aimait sans rien attendre en retour. La vie continue, mais elle a une saveur différente, plus amère, mais aussi plus authentique. La trahison au bureau n'était pas un accident de parcours, c'était le révélateur d'une faille que je ne voulais pas voir. Parfois, il faut que tout s'effondre pour qu'on puisse enfin voir l'horizon. Noël reviendra, avec ses lumières et ses promesses, mais pour moi ce ne sera plus jamais la même fête. Ce sera le rappel de la nuit où j'ai ouvert une porte et où j'ai réalisé que l'amour ne suffit pas toujours à protéger du froid. Le givre sur le pare-brise ne me semble plus joli désormais. C'est juste une couche de glace qu'il faut gratter avec patience pour pouvoir enfin avancer. Je repense souvent à cette dernière image d'elle, sur le bord du bureau de Julian. Elle semblait si petite, si fragile malgré son titre et sa robe de créateur. Elle avait échangé une vie entière contre des moments volés dans la pénombre. Et Julian, avec son sourire de prédateur social, il l'utilisait comme il utilisait tout le monde. Ils se méritaient au fond, 2 êtres perdus dans la quête de leur propre reflet, incapables de voir la dévastation qui laissait derrière eux. Moi, je marche dans les rues, anonyme parmi les anonymes, et je respire l'air frais. La trahison m'a brisé, c'est vrai, mais elle m'a aussi rendu ma liberté. Une liberté chèrement payée, mais une liberté réelle. La vie de famille, la maison, les projets de voyage, tout cela s'est envolé en une seule soirée de décembre. Mais au milieu des décombres, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais oublié. Moi-même, l'homme qui ne dépend plus du mensonge d'une autre pour se sentir exister. L'homme qui sait que la vérité, même tragique, est préférable au plus doux dévout semblant. Sophie restera une leçon douloureuse, une cicatrice sur mon cœur, mais elle ne sera plus jamais ma boussole. J'ai appris à naviguer seul, guidé par les étoiles, ces points de lumière froides mais constants, qui ne mentent jamais sur leur position. Le récit de notre chute est terminé,
vraiment d'une telle trahison. On apprend juste à vivre avec, comme on apprend à vivre avec une blessure de guerre. On marche un peu moins vite, on regarde un peu plus derrière soi, mais on marche. Et c'est peut-être là la seule véritable victoire. Rester debout quand tout ce qu'on croyait éternel s'est transformé en poussière sous nos yeux. Le bureau de Julian est loin maintenant. Les rires de la fête de Noël se sont tus. Il ne reste que le bruit de mes propres pas sur le trottoir. Régulier, persistant, un pas après l'autre, vers un avenir qui n'appartient qu'à moi. Dans cet appartement que je me suis créé, j'ai approché quelques nouvelles photos. Des paysages, des amis, des moments simples. Il n'y a plus de portrait de Sophie. Son visage a disparu de mes murs. Comme il disparaît peu à peu de mes rêves. La manipulation a cessé. Le brouillard s'est levé. Je vois les choses telles qu'elles sont, sans le filtre déformant de l'amour inconditionnel. C'est une vision austère, mais c'est la seule qui vaille. Le tragique de mon histoire n'est pas dans la fin de notre mariage, mais dans le temps que j'ai mis à comprendre que je vivais avec un fantôme. Parfois, le soir, je me surprends à sourire en pensant à ce collier. Je me demande ce qu'il est devenu. A-t-elle osé le porter? L'a-t-elle jeté? Ou est-il toujours là, sur cette table basse? Témoin silencieux d'un amour qui a essayé jusqu'au bout de sauver ce qui était déjà mort. Cela n'a plus d'importance. Le velours bleu a perdu son éclat, et l'or s'est terni dans l'ombre de son bureau. Ce qui compte, c'est que je n'ai plus besoin d'offrir de bijoux pour acheter un peu de tendresse. J'ai trouvé la paix dans la solitude. Une paix que personne, pas même une directrice ambitieuse ou un patron puissant, ne pourra jamais me retirer. Le cycle des saisons continue. Bientôt, les bourgeons apparaîtront sur les arbres, et la glace fondra sur les lacs. La vie renaîtra, sous une forme différente, plus sobre, plus vraie. Et moi, je serai là pour l'accueillir, sans haine, sans amertume, juste avec la sagesse de celui qui a traversé l'enfer, et qui a découvert qu'on peut en revenir. L'histoire de Marc et Sophie est enterrée sous la neige de décembre. Une nouvelle histoire commence, écrite à l'encre de la lucidité, sur un papier qui ne craint plus les déchirures. Une histoire d'homme, tout simplement, debout face à son destin. J'ai appris que la loyauté ne se décrète pas, elle se prouve chaque jour dans les petites choses. Sophie l'avait oublié. Elle pensait que les grands titres remplaçaient les petites attentions, que le succès justifiait la trahison. Elle s'est trompée de vie. Et moi, j'ai failli me tromper de moi-même. Mais la surprise de ce soir de Noël, aussi brutale fut-elle, a été mon salut. Elle a déchiré le voile du mensonge, et m'a forcé à regarder la réalité en face. C'était le plus douloureux des cadeaux, mais c'était le seul dont j'avais vraiment besoin pour arrêter de me noyer dans les illusions. Le monde du bureau, avec ses intrigues de pouvoir et ses liaisons secrètes, me semble désormais si lointain, si futile. C'est un théâtre d'ombre, où les acteurs finissent par oublier qu'ils jouent un rôle. Sophie est restée sur scène. Moi, je suis descendu dans la salle, puis je suis sorti du théâtre. L'air est vif, les étoiles sont claires. Le voyage continue, sans elle, mais avec la certitude que je ne me laisserai plus jamais enfermer dans le script d'un autre. Ma vie m'appartient à nouveau, et c'est le plus beau des dénouements. Fin de l'histoire, début de la réalité. La nuit est profonde, mais elle n'est plus effrayante. Elle est juste le prologue d'une nouvelle aube que je n'ai plus peur d'affronter seule. La trahison a une fin, la reconstruction n'en a pas. C'est un processus quotidien, un polissage constant de l'âme. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi elle l'a fait. La réponse est dans sa propre vacuité, pas dans mes manquements. Je me pardonne d'avoir aimé sincèrement. Je me pardonne d'avoir cru en l'impossible. Et surtout, je me pardonne d'avoir été heureux, avant que le rideau ne tombe. Le passé est un sanctuaire, pas une prison. J'y garde les bons moments, les vrais, et je laisse le reste aux flammes de ce bureau du 20e étage. La neige peut tomber, le givre peut revenir. Mon foyer intérieur est désormais à l'abri des tempêtes. Je suis Marc, et je suis enfin chez moi.